Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission Wallonia Plus consacrée à une thématique très importante, très particulière, la transmission d'entreprise. C'est vrai que c'est une thématique extrêmement importante dans le sens où lorsque l'entreprise n'est pas reprise, ça peut provoquer des dégâts au niveau du tissu social et donc c'est pas simplement une question fiscale, juridique ou financement, c'est aussi une question quelque part sociale. Et cette émission a été construite en partenariat avec l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Et justement, pour parler de cette thématique d'apparence technique, mais qui concerne énormément de nos téléspectateurs ou téléspectatrices, j'ai autour de moi 3 spécialistes. Alors, honneur aux dames. À l'extrême gauche, géographiquement, si je puis dire, Sabine Colson de Wallonie Entreprendre, qu'on appelle plus communément Oui, aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut vous prononcer votre logo, si je puis dire. Et vous occupez de tout ce qui est cession-acquisition. Ça tombe bien, c'est de ça dont on va parler. Et puis, juste ici, en rouge, Stéphanie Caron, qui est avocate spécialisée en planification successorale. Ce seront des thèmes aussi très importants qu'on abordera avec vous. Et puis, bien entendu, mon comparse de toujours, Gérard Delvaux, président de l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Bonjour Gérard, ancien président de l'Institut des experts comptables et reviseur bien connu à Wallonie. Alors, la première question, je vous regarde, Sabine, c'est pourquoi cette thématique aujourd'hui? J'imagine qu'il y a énormément de gens, pour des raisons démographiques, qui arrivent à un âge où ils veulent céder leur entreprise. Vous me confirmerez ou m'affirmerez dans ce que je viens de dire. Et puis ce qui est important aussi, ce que j'entends, c'est qu'en tout cas, au niveau familial, les jeunes ne seraient pas très demandeurs de reprendre l'entreprise de leurs parents. Et oui, donc on estime aujourd'hui qu'une entreprise sur 5 devrait être cédée dans les 10 années prochaines. Donc c'est en effet un enjeu sociétal, je pense, ici. Et pourquoi doit-on céder? Pour l'âge, on arrive tout doucement à la fin, on a éventuellement envie de faire autre chose, ou... Aussi, on peut imaginer qu'on estime que sa société est prête pour être adossée à quelque chose de plus grand, pour créer une entreprise plus importante et accroître ainsi la taille de nos entreprises. Et donc, au niveau des entreprises familiales, on voit de plus en plus les princes Charles. Et donc, avec l'allongement de la durée de vie, il y a des dirigeants d'entreprise qui sont toujours là. Et les enfants qui étaient dans l'entreprise, qui voulaient peut-être reprendre à un moment, quelque part, ils se rendent compte que ça prend plus de temps et ils partent ailleurs, déjà. Et puis, je pense qu'il y a aussi le problème de la nouvelle génération qui a peut-être d'autres aspirations que de vivre la vie de leurs parents. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les deux autres spécialistes ici autour de la table, mais quel est l'âge ou à partir de quand faut-il penser, je dirais, à sa succession, à sa transmission d'entreprise? J'imagine qu'il faut éviter d'attendre la première crise cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord se préparer psychologiquement, disons, à cette transmission. Ça me paraît très important. Et je pense que... psychologiquement quoi? C'est son bébé qu'on cède? Parce que forcément, c'est son bébé qu'on cède. Donc, je pense que là, il faut se préparer, mais assez tôt, me semble-t-il. L'âge, il n'y a pas d'âge, évidemment, parce que certains veulent faire des plus-values aussi, on n'en a pas parlé, mais immédiates, et surtout plus dans les jeunes que dans les personnes un peu plus âgées. Et disons que l'âge, généralement, c'est dans les 55 ans où on commence à penser, disons, à la transmission de son entreprise, me semble-t-il. En tout cas, personnellement, j'ai transmis une première fois, et c'est à cet âge-là, en tout cas. Ah voilà. Alors Stéphanie, vous vouliez réagir? Oui, moi j'ai une expérience un peu différente, à savoir, c'est vrai qu'à 55 ans, il est vraiment temps d'y penser, mais je pense qu'il faut y penser avant. Alors, il faut y avant penser 55. Ça c'est vraiment tôt. Je pense qu'il faut y penser avant pour 2 choses. Probablement parce qu'à 50-55 ans, on sait ce qu'on veut, mais il y a toute la période préalable où on ne sait pas encore très bien si on va céder à ses enfants, à son personnel ou à un tiers, effectivement, pour faire une plus-value, etc. Mais il faut quand même préparer cette transmission. Parce que malheureusement, effectivement, on est plutôt malade plus tard, mais on peut aussi tomber dans les escaliers. Et avoir un accident de voiture, etc. Et donc, pour moi, la transmission, c'est quelque chose à laquelle il faut penser, pas que pour des raisons fiscales, aussi pour transmettre à la bonne personne et prévoir 2 temps. Le premier temps qui est, je ne sais pas encore du tout à qui je vais transmettre. Tout à fait. Et puis, plus tard, on devra peut-être revoir cette transmission quand on sait vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose qui se prépare plus tôt. Le souci de l'entrepreneur est évidemment de pérenniser son entreprise et de maintenir au maximum l'emploi également. Parce qu'une entreprise est faite d'hommes quand même. Et les collaborateurs, c'est le tissu quand même essentiel, disons, de succès d'une entreprise. Alors, à mon avis, il faut essayer d'y réfléchir en pérennisant non seulement l'activité,
qui met l'emploi également, disons, au niveau, disons, de cette entreprise, me semble-t-il. Sabine, vous voulez réagir? Je pense que c'est aussi très important parce qu'à un moment donné, ça finit par fuiter et j'imagine qu'une des choses qu'il faut faire, c'est aussi de rassurer les employés ou les ouvriers, ou les deux, qui travaillent dans l'entreprise. Et oui, je voulais rebondir sur ça, sur deux aspects. Au niveau cédant, en effet, de rassurer les talents qui sont la force de la société. On dit de plus en plus que c'est plus facile de trouver du financement que de trouver des talents aujourd'hui, à l'heure actuelle. Très vrai, et donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Et il faut savoir également que c'est ces talents-là qui vont peut-être intéresser le futur acquéreur. Et donc, il y a également le fait de les ménager, de les intéresser, est également essentiel pour moi dans le processus. Je voulais juste rebondir sur une petite chose, c'est que tout dépend également de la taille de la société. Bien sûr. Plus la taille est petite, plus le caractère intuitu personnel est prégnant. Et donc, c'est important également de voir quelle est la taille de la société, dans quelle mesure il y a une proximité entre le dirigeant et sa propre société. C'est ça, absolument. Alors, celui qui veut céder, il peut le faire au sein de sa famille ou le faire avec des gens qui sont dans le secteur, qu'il connaît bien, etc. Revenons sur les aspects fiscaux. On va les aborder avec vous, Stéphanie. Est-ce qu'il y a une option qui est plus optimale pour le cédant, plutôt de céder à sa famille qu'à une tierce personne? Alors non, je ne vais pas dire que fiscalement, il y a une solution plus optimale. En tout cas, je pense que la question de base, c'est à qui je veux transmettre. Donc ça c'est le point. Après, dans la manière de transmettre, à partir du moment où on décide de vendre, par exemple, effectivement, là, il faut quand même, entre guillemets, habiller un peu la mariée et bien préparer son dossier. Et peut-être qu'on aura besoin d'instruments supplémentaires au niveau juridique, comme créer une ligne, notamment pour des techniques de financement qui peuvent intervenir. Mais même si c'est une transmission familiale, si on sait qu'on a des repreneurs éventuels dans la famille, etc., je pense qu'il y a aussi une chose de base, c'est prévoir un testament. Prévoir, même si on ne veut pas transmettre tout de suite, c'est bien dire à qui on veut transmettre, avec la problématique de j'ai plusieurs enfants, j'en ai qui sont intéressés, j'en ai qui ne sont pas intéressés. Oui. Il y en aura peut-être à qui je vais faire une vente, une partie en donation. Et les enfants qui ne sont pas intéressés, qui vont peut-être rester dans l'entreprise et qu'il va falloir gérer tout ça. Donc ça me fait rebondir sur deux points. Un, la difficulté du coup pour le dirigeant qui doit, entre guillemets, être équitable entre tous ses enfants et en même temps garder cet élitisme d'être que celui qui est le plus capable puisse reprendre la société. Et donc ça, c'est quand même des arbitrages qui sont compliqués avec tout le côté émotionnel. Ça veut dire quoi? C'est ceux auxquels je ne vends pas à l'entreprise, je dois quand même les intéresser financièrement, autrement. Il y a une compensation. Qui doit se faire et qui est même obligatoire fiscalement ou juridiquement? Alors, si c'est une vente, il n'y a pas de problème à vendre à un des enfants à condition que le prix soit le prix juste. Il ne faut pas dire, je te vends à toi, mon fils, mais moins cher. Parce que quelque part, on fait une donation, on fait un cadeau en diminuant donc là, le le prix. fisc peut intervenir. Donc là, il y a une question fiscale qui va intervenir derrière. N'oublions pas que dans les règles belges, les enfants sont protégés par la loi et donc on doit toujours transmettre à tous ces enfants au minimum. C'est les fameuses parts réservataires. Voilà, la fameuse part réservataire. Et donc, si on fait une vente à juste prix, on peut évidemment privilégier un des enfants, mais s'il y a des donations qui sont faites, il faut essayer d'équilibrer. Évidemment, il n'y a pas qu'une question fiscale, il y a également la question d'évaluation de l'entreprise, de manière à être équitable par rapport, disons, aux enfants qui ne travaillent pas dans l'entreprise. Okay. Et c'est souvent la grosse difficulté parce que, il faut essayer, disons, d'appréhender les valeurs qui ne sont pas nécessairement le prix, on en parlera tout à l'heure. Et là, peut-être que je peux rebondir. Oui. Effectivement, dans ce choix des enfants, etc., on peut aboutir au fait que finalement, on transmette à tous les enfants et qui seront tous actionnaires de la société, même si seulement certains vont diriger cette entreprise. Et là, on voit de plus en plus des chartes familiales pour gérer des intérêts qui sont quand même fondamentalement différents entre les différents enfants. Alors, il y a clairement il y a vraiment le revenu qui va être lié à la détention de la société et le revenu qui vient du travail. Oui. Et donc, c'est tout ça qui doit être très transparent. Alors justement, Sabine et Gérard, tous les deux, vous avez eu aussi cette expérience du terrain et beaucoup de contacts avec les cédants. Vous avez l'impression que les cédants préfèrent céder, je dirais, au sein de la famille ou pour diverses raisons, je ne sais pas si c'est une tendance actuelle, on préfère céder à des tierces personnes. En fait, je pense que d'abord, plutôt que de dire à qui, c'est pourquoi je veux céder. Et donc, pour faire quoi? Mais pourquoi dans le sens, pour faire quoi? Qu'est-ce que je veux? Si ma société me survit, qu'est-ce que je veux? Donc, je me pose des questions. Est-ce que c'est quoi? C'est patrimonial? C'est parce que je veux qu'elle me survive? C'est le nom de la famille? Je pense que généralement, il y a d'abord le premier choc de dire, il faut que je vende et donc je veux un chèque. Et puis, très rapidement, on est repris par le projet qui fait qu'on a créé cette société. Et donc, de dire, tiens, si je dois la céder, qu'est-ce que je veux qu'elle devienne sans moi?
Et donc, qui C'est la sera pérennité. capable d'assurer cette pérennité? Quelle sera l'ambition que je veux? Et donc, on parle de perpétuer une ambition. Et donc, je à pense la aussi. limite, cette fonction-là ou cette interrogation-là va peut-être même précéder l'évaluation et le prix. Elle va être importante pour le cédant. Moi, j'ai l'habitude de dire que la Certainement. différence entre une valorisation, donc c'est un élément qui tient compte de chiffres évidemment, mais de constats, de clients et de potentiel, et la différence entre les valorisations que vous avez expliquées et le prix, c'est l'émotion. Quel est l'appétit que l'acquéreur a pour ce projet-là? Quelle est la fatigue éventuellement du cédant qui à un moment vient de passer plusieurs crises successives? Et donc la différence pour moi, on l'appelle souvent l'émotion. Vous partagez ça? Entre la valeur et le prix, absolument. Puisque la valeur, elle est déterminée, c'est jamais qu'un avis d'expert. Donc là, évidemment, l'expert comptable, le reviseur d'entreprise, professionnel du chiffre, va intervenir généralement de manière à mettre sa technique en place pour évaluer le plus correctement possible. Alors justement, cette Gérard, entreprise. comment est-ce qu'on évalue une entreprise? Sabine y faisait allusion tout à l'heure, il y a des petites, des moyennes, des grandes, elles ne sont pas toutes dans les mêmes secteurs, il y a des secteurs porteurs, d'autres moins, donc j'imagine c'est pas les mêmes méthodes d'évaluation, sans entrer dans la technique. Non, sans entrer dans la technique, l'évaluation part toujours d'une situation comptable, évidemment, d'un actif, d'un passif. Et là, il faut une certaine fiabilité des chiffres au départ. Et tout ça dépend évidemment du secteur d'activité, parce que l'évaluation, si vous prenez l'ensemble des formules généralement applicables en matière d'évaluation, j'en avais dénombré à un moment donné une vingtaine, quoi. Donc, il est évident qu'il faut voir ça en fonction, disons, de l'activité, du secteur d'activité, disons, de l'entreprise. Et par exemple, une société qui détient des immeubles ne s'évaluera pas de la même manière qu'une entreprise qui automatiquement est d'exploitation. Celle avec les immeubles, il faudra faire d'autres évaluations, comme toutes les évaluations d'immeubles, etc., de manière à pouvoir aboutir finalement à la valeur, disons, de l'entreprise. Une évaluation, disons, d'une entreprise commerciale ou de production se fera généralement en fonction de la rentabilité également de la société et de son actif net, bien sûr. Et alors, éventuellement, il y a également à prendre en compte l'application entre le privé parfois et le professionnel. Il y a peut-être un immeuble qui était privé mais qui est dans l'entreprise. Et qu'il faut Il faudra sortir. peut-être scinder Peut-être que le CEO, le dirigeant, se paye beaucoup ou pas beaucoup. Et donc, quand on reprendra la société sans lui, il faut revoir un petit peu le niveau de rentabilité de la société. Généralement, c'est sans lui. là le problème. Très souvent, lorsqu'il y a un immeuble, disons, dans la société, nous sommes confrontés par le problème, disons, de séparer l'immeuble de l'exploitation, parce que le repreneur n'est pas nécessairement acquéreur, disons, de cet immeuble. Il n'est peut-être pas intéressé. Alors justement, je vous regarde Stéphanie, parce que là, on parle d'un immeuble. On ne peut pas le rater. Mais il y a peut-être des passifs fiscaux occultes ou pas. Est-ce que vous intervenez à ce moment-là ou pas? Ah oui, on peut intervenir là-dedans aussi, mais c'est au niveau de ce qu'on appelle en jargon la due diligence. C'est-à-dire qu'on va bien vérifier quelle est exactement la situation de la société, mais pas uniquement sur la base de ses comptes. Là, il va vraiment falloir vérifier les contrats qui ont été... Qu'est-ce qu'on peut vérifier en dehors de ces comptes? Parce que normalement, tout est censé être dans les comptes. Par exemple, les contrats. Par exemple, les contrats qui ont été signés par la société avec tous ses clients, avec ses fournisseurs, un bail s'il n'est pas propriétaire de l'immeuble, bien vérifier dans quelles conditions il est mis. Et puis, il y a tout ce qui est intangible, à savoir les conflits éventuels sociaux, les conflits éventuels au niveau fiscal, avec l'administration fiscale. Voilà, il y a un rôle, je pense, de l'avocat. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise, on ira plus ou moins loin. Je dirais qu'il y a un rôle de plusieurs personnes dans la transmission. Oui, clairement, même dans l'évaluation, ici, simplement, déjà dans l'évaluation. Alors, ça veut dire quoi? Que même pour mettre un prix ou une valeur en tout cas, parce que c'est plutôt la valeur, après le prix c'est autre chose, c'est le résultat d'une négociation. La valeur c'est le produit d'un raisonnement finalement. Absolument. Ça. Voilà, on n'est pas dans l'émotion. Mais on est parti quoi? Pour un an de travail? Parce qu'il y a le reviseur, il y a la fiscaliste. Justement de la période de préparation. Si on sait qu'on va céder un moment, on va pouvoir préparer sa société. On va estimer quels sont les leviers, quelque part les forces de notre société. Est-ce que ce sont les talents? Et donc on va mettre en place une politique RH un peu plus importante. Est-ce que c'est l'IP, la propriété intellectuelle? Et donc on va vraiment aller identifier quels sont les atouts de la société de façon à les mettre en valeur, comme on ferait dans une vitrine et qu'on vient mettre nos meilleures pièces. Oui, et alors je tiens quand même à dire que ça ne doit pas être une seule personne, disons, qui soit le chef d'orchestre, disons, d'une session d'entreprise. Il y a évidemment le professionnel du chiffre, bien sûr, qui est confronté à l'évaluation. Il y a l'avocat, bien évidemment, vous l'avez dit, et également, disons, des organismes comme Wallonie Entreprendre, où là, vous allez mettre en rapport
d'abord, quelque part, d'une manière confidentielle, les deux parties, disons, de l'entreprise. Parce que la confidentialité, généralement, est quelque chose de très important. Et j'ai constaté ça lorsqu'on fait un séminaire sur la transmission d'entreprise. Les gens n'aiment pas toujours d'assister non plus même à ces séminaires. Mais alors justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on arrive à garder cette confidentialité à partir du moment où tous, là, autour de la table, vous faites des due diligence, vous parlez avec les uns et les autres, vous regardez les contrats, peut-être qu'il faudra appeler un fournisseur. Comment garder ce truc secret? En tout cas, nous trois, nous sommes, nous avons une déontologie, avons une déontologie et nous devons garder la confidentialité, évidemment. Alors, on parlait d'évaluation de prix, etc. Alors, ça, évidemment, c'est le reviseur d'entreprise qui vient avec ses méthodes, etc. Plus de 20 méthodes, nous a-t-il dit tout à l'heure. Moi, j'entends aussi souvent dans le secteur, les gens me disent « Ah, mais tu sais, chez moi, dans notre secteur, c'est 5 fois le chiffre d'affaires, c'est X fois ceci, des trucs tout bêtes. » Oui. Et oui, mais quand il arrive, le cédant, et qui vous dit ça, « Gérard, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça fonctionne dans mon secteur », vous lui dites quoi? Écoutez, de toute façon, je crois que... Vous le remettez à sa place. Il faut quand même repartir, disons, sur une technique éprouvée et pas nécessairement sur un ressenti total. Du coup, nous, le rôle justement de Wallonie Entreprendre et de Oui Cession Acquisition, c'est vraiment de professionnaliser toute cette transaction, en fait, tout ce processus. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons par exemple mis en place tout un réseau de 170 experts pour vraiment accompagner les professionnels du chiffre, juridique et tout. Et donc, on a également des chèques entreprises qui peuvent aller jusqu'à une intervention de 15 000 €. Et donc, justement, pour des sociétés de plus petite taille qui hésitent à se faire accompagner parce qu'ils ont peur du prix, il y a vraiment, pour moi, Est-ce que vous êtes en train de dire que ce chèque, c'est je fais appel à un professionnel du chiffre, à un comptable, expert comptable, qui peut venir m'aider et en fait, ces honoraires sont en partie... Il y aura 75% qui seraient pris en charge au niveau wallon. Absolument. Par un subside. Donc, ce qui est important. Et ce qui est intéressant, effectivement. Ça peut inciter à avoir ce genre de mission, effectivement. Parce que c'est vraiment important, donc, comme Gérard l'a dit, d'accompagner tout ce processus. Alors, Sabine, est-ce que pour vous, le prix final est important? Est-ce que vous regardez aussi comment il a été calculé et tout? Parce que vous intervenez aussi au niveau du financement. J'imagine que vous évitez de surfinancer. Exactement. Vous regardez si ce prix il est valable ou pas? Exactement. Donc, pour le moment, il y a parfois un emballement où il y a plus d'acquéreurs quelque part que de cédants. Enfin, il y a beaucoup de cédants, mais peu qui sont prêts à céder, là, au niveau de la maturité. Et donc, dans ce cadre-là, en effet, à un certain moment, les prix augmentent en fonction des secteurs aussi. Et donc là, c'est très important d'avoir un prix qui est raisonnable. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, on va regarder également que le financement soit raisonnable. On parle souvent d'une règle qui est bateau et qu'il faut vraiment adapter la au cas règle par des 7, là. La règle des 7, où on dit il faut que on ne finance pas plus de 70, enfin, qu'on n'aille pas financer plus de 70%. Du prix d'achat, que le cash flow, on ne génère qu'on ne prenne que 70% pour rembourser les crédits, de façon à ce qu'on ait un peu de marge et un tampon pour tout ce qui va se passer qui n'était pas attendu, et enfin qu'on prévoit de rembourser tous ces financements sur une durée de maximum 7 ans, de façon à laisser le temps à la société cible de se développer et de reprendre ses marques. Juste un petit point, pardon. C'est que nous, on a fait donc, c'était avant Sowalfin a fait un SOA Score qui montre que généralement post-session, autant la première année, il y a parfois un peu de diminution au niveau performance, mais on voit que généralement post-session, les performances repartent toujours à la hausse, que ce soit en termes de rentabilité, d'équivalent temps plein, le rythme des investissements. Donc on sent vraiment que ce fait de passer le témoin a un impact positif sur la société. Et ça, Stéphanie, on a parlé de la règle des 7 qui vient d'évoquer Sabine. Est-ce qu'il y a des règles aussi chez vous? Alors peut-être pas 7, 4, ou je ne sais pas quel autre chiffre, mais au niveau fiscal, est-ce qu'il vaut mieux vendre à une personne physique, à une personne morale, ou chaque cas est un cas particulier? Non, chaque cas est particulier. Il n'y a pas vraiment de raison particulière de dire on va le faire dans un sens ou dans l'autre. Après, en fonction des situations, on peut effectivement privilégier dans un sens ou dans l'autre, évidemment. Et là, vous intervenez parce qu'il y a moyen d'optimiser fiscalement. Il y a moyen d'optimiser fiscalement. C'est-à-dire que avant la session, on fait aussi quelques techniques à l'intérieur de la société éventuellement pour essayer. On parlait tout à l'heure par exemple d'une scission en mettant l'immobilier sur le côté. Donc il y a vraiment des démarches préalables. Oui. Mais il y a des démarches préalables tant en cession, en vente, dont on parle beaucoup, mais aussi pour une cession familiale. Donc en région Wallonne, on bénéficie d'un taux 0% pour la transmission à qui que ce soit, hein. Ça ne doit pas nécessairement être aux enfants ou à la famille. On peut faire une donation ou transmettre par décès à n'importe qui à un taux de 0%. Mais il y a des conditions qu'il faut respecter au moment de la transmission et des conditions pendant les 5 ans qui suivent. Et pour se mettre dans ces conditions, pour être sûr de bénéficier de ce taux de 0%, on doit alors préparer aussi la société, bien vérifier comment elle est constituée, quels sont ses actifs, etc. Et donc on prépare une transmission. Alors Stéphanie, Gérard, Sabine, on a beaucoup parlé de financement, de fiscalité, enfin financement pas tellement encore, mais fiscalité, les aspects juridiques, évaluation.
Je voudrais qu'on revienne aussi sur les aspects psychologiques. J'imagine qu'à un moment donné, la cession ne se fait pas... alors, je dis, on peut être d'accord sur le prix, d'accord, mais peut-être que la personne à qui je cède m'est pas très sympathique. Alors, est-ce que ça peut avoir une influence dans la cession? Et puis surtout, la transmission, puisque généralement le cédant accompagne 1 an, 2 ans, j'en sais rien, celui qui va racheter. Mais généralement, on demande, disons, au cédant d'accompagner pendant un certain temps. Hein. Et ça se justifie également dans parler de financement. Dans le financement, souvent, d'ailleurs, il y a une partie du prix qui est reportée, ce qu'on appelle un prévendeur, ou peut-être un intéressement, de dire, ben voilà, il y a tel et tel contrat où aujourd'hui, je pense vraiment que je vais les avoir, et donc ça a un impact sur le prix, mais ils ne sont pas signés aujourd'hui. Eh bien, dans les 3 ans, si ces contrats sont signés, j'aurai un complément de prix qui ne sera pas payé. Ce sera un complément de prix. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, il y a vraiment, même au niveau de la structuration, même du paiement du prix, on peut également avoir certaines créativités pour permettre le passage. Pour motiver le cédant et le passage en douceur entre les deux. Oui. Ce qui est une période très compliquée pour le cédant, hein, parce qu'il a déjà cédé. Il doit continuer à travailler. Et effectivement, il est encore motivé, mais en même temps, il n'a plus un contrôle absolu de la société. Donc, elle va peut-être prendre des directions il peut y avoir des frictions, parce qu'effectivement, c'est son bébé, et a priori, on sait tout ce qu'il faut faire pour le bébé. Et il est juste en deuil, en plus, à ce moment-là, d'avoir perdu son rôle. Pour le cédant, mais pour le personnel aussi. Hein. Mais pour donc, le personnel aussi. Mais alors, Gérard, oui. Disons que c'est très important que le personnel soit partie prenante également à cette session, au moment où celle-ci est comment vous dire, dévoilée. Nous, on fait de plus en plus de formules d'actionnariat salarié. Parce que, comme on expliquait tout à l'heure que c'est important de motiver les talents, je pense que de plus en plus de repreneurs disent, ben voilà, quitte à ce que je cède, ben voilà, éventuellement il y a un cédant qui est là, mais moi j'aimerais que les personnes clés de ma société participent également. C'est ce qu'on appelle un management buyout, c'est ça. Exactement. Et ça se fait régulièrement maintenant. Et de plus en plus même actionnariat salarié, donc au sens large, que tout mon personnel puisse, s'il le souhaite, participer. Alors restons sur cet aspect-là. Imaginons que ce soit le cas, j'ai des salariés de l'entreprise qui veulent reprendre l'entreprise, mais généralement ils n'ont pas les fonds, on fait comment? Et donc justement, à ce moment-là, nous on est en train de trouver une solution de financement pour accompagner. Et donc, généralement, c'est un mix entre le fondateur, le gérant, qui est d'accord de céder à cette catégorie de personnel avec une décote, parce qu'il estime que lui, le succès auquel il a droit, il le doit également à son personnel. Et donc, il y a déjà un premier effort qui est à ce niveau-là. Et alors, on peut avoir des structures avec des holdings. Donc là, il y a différents schémas. Et nous, en tant qu'outil public, on essaye vraiment d'être là pour favoriser. Alors là, je regarde Stéphanie, la décote, ça ne fait pas sourciller le fisc? Non. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment, c'est des salariés. C'est vraiment c'est nécessaire pour cette transmission. Donc ça, on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, on devra faire bien attention, parce que ça nécessite de constituer souvent une holding, et là, il faut que ce soit bien fait. Alors, Gérard, tout à l'heure, Sabine faisait allusion au fait qu'après la possession, ce qu'on constatait, pas systématiquement, mais souvent, disait-elle, c'est que finalement, l'entreprise tournait encore mieux. Ou alors j'ai mal compris. Oui. Est-ce dû au fait que finalement le cédant s'est peut-être un peu reposé sur ses lauriers et qu'il était temps justement qu'il vende parce qu'il était fatigué là. Il y a un appétit au risque qui pour moi naturellement peut-être diminue parce qu'on a donné toute son énergie, toute sa vie, tous ses moyens dedans et tout doucement il y a l'envie de récupérer un peu les fruits et oui, c'est ça, oui. Maintenant tout ça dépend du cédant, bien sûr. Hein. Donc, mais c'est peut-être aussi la démonstration qu'il était temps qu'il vende. Absolument, mais aussi vous avez le cas inverse où là finalement l'entreprise périclite aussi parce que clairement un cas n'est pas l'autre. Un cas n'est vraiment pas l'autre. Hein, est-ce que le repreneur doit idéalement, et c'est peut-être important dans le financement, mais aussi venir du secteur pour éviter que la personne redécouvre l'eau chaude ou le fil à couper le beurre? Tout va dépendre des talents dans l'entreprise. Mais moi, j'ai vécu plusieurs cas, disons, des holdings financiers qui reprenaient, disons, des entreprises. Où dans certains cas, ça fonctionne très bien. Hein, donc, parce qu'on laisse, alors, à ce moment-là, au management, disons, de l'entreprise, la possibilité encore de continuer, de se développer et même de prendre partie prenante à la cession, disons, de l'entreprise. Tout va dépendre, en fait, de la société, de la taille de la société, des processus et de l'organisation interne et de voir dans quelle mesure cette société est capable de continuer. Alors je voudrais aussi quand même dire un mot, malgré tout, parce que, comme vous le savez, je travaille souvent, disons, dans le cadre d'entreprises en difficulté. Et là aussi, la cession d'entreprise se fait encore régulièrement
par une technique, disons, de la procédure en réorganisation judiciaire, où là, il y a la transmission d'entreprise par transfert, disons, d'entreprise, transfert, disons, sous contrôle de justice. Question naïve, Gérard, pourquoi reprendre une entreprise en difficulté? Une entreprise saine, j'entends bien, mais... Une entreprise en difficulté, peut-être a-t-elle des départements et des activités qui sont très rentables. Une technologie, voire des talents à nouveau. Et de nouveaux talents. Donc il y a un monitoring qui est fait par... Et là, à ce moment-là, ce sera un peu différent, parce qu'il y a un mandataire de justice, disons, qui est nommé, et qui a pour mission, disons, de transmettre dans un délai relativement court l'entreprise, et il doit faire appel, évidemment, au public, et à des organismes également comme le vôtre, parce que de manière à trouver la contrepartie rapidement, et de voir le profil également, disons, du repreneur, de manière à pérenniser une partie de l'activité, avoir toute l'activité. Et là, on pourrait, par exemple, aller attirer des acquéreurs stratégiques qui se disent, tiens, moi j'ai besoin justement de telle technologie ou de telle présence au niveau géographique pour diversifier mon marché, ou tout simplement d'aller chercher quelque chose qu'elle n'a pas. Absolument. Et qui peut se trouver... Alors, on a parlé beaucoup du cédant, des acquéreurs potentiels, on a parlé aussi pas mal des salariés à travers le management buyout. On n'a pas assez parlé des clients et des fournisseurs qui peuvent paniquer, qui peuvent ne pas vouloir travailler avec le nouveau venu, le nouvel acquéreur. Est-ce que ce sont des cas de figure que vous avez rencontrés ou pas? Et peut-être voir s'il y a des aspects, alors peut-être pas fiscaux, mais d'analyse de contrat par rapport aux clients, fournisseurs, voir s'ils sont fidèles, est-ce qu'on peut les garder, enfin comment? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au moment de la cession, souvent, les gros fournisseurs sont quand même prévenus. Enfin, je veux dire, c'est quand même un contact. Quand on est vraiment au bout du processus, vraiment voir quand ça vient d'être signé. Et bon, voilà, en général, ça se passe quand même assez bien avec les. Au niveau des fournisseurs, oui. Et au niveau des clients, il faut préparer la clientèle également. Okay. Tout ça dépend évidemment de l'activité de l'entreprise, mais il faut préparer la clientèle. Et j'imagine qu'il arrive des fois que soit un client, soit un fournisseur se porte acquéreur. Ça peut Parce arriver. qu'il connaît bien la boîte, forcément. Ça peut arriver en tout cas qu'un fournisseur plutôt se porte acquéreur lorsque l'entreprise éventuellement se trouve dans une impasse, dans une difficulté financière. J'ai le cas actuellement d'un dossier que je suis en train d'étudier où là c'était une société avec qui il travaillait régulièrement. Il se rend compte que la personne, il commence à discuter quand la personne est décédée et donc le processus s'accélère parce que pour eux c'était un volume important de leurs clients. Donc, et là alors à ce moment-là, c'est souvent des processus qui se passent bien parce que les gens se connaissent en fait. Ils savent qui ils ont en face d'eux, ils savent ce qu'ils viennent chercher. Moi souvent vraiment ce qui est important c'est d'aligner que ce soit cédant et acquéreur sur ce qu'on va faire. Quel est le plan de création de valeur qu'on va créer ensemble? Et à ce moment-là, le cédant, il sait qu'il laisse son bébé pour quelque chose de bien. Alors, on a la chance d'avoir une avocate à nos côtés. C'est toujours important d'avoir une avocate ou un médecin à ses côtés, m'a toujours appris. Alors, dans le cadre de la transmission d'entreprise, vous intervenez quand? Avant, pendant, après, les trois à la fois? Ça dépend vraiment des situations. Moi, je pense qu'on a un rôle à jouer avec les autres professionnels à tout moment du processus. Et donc souvent, le client va arriver en disant je pense à transmettre. Je ne sais pas encore si ça sera en interne ou en externe. Je le disais tout à l'heure, on va commencer par un testament pour au moins sécuriser la situation. Et puis quand il sera un petit peu plus avancé avec d'autres professionnels, on va intervenir par exemple au niveau de la première étape dans une session qui sera la lettre d'intention. Donc c'est une mini-convention, je vais dire, dans laquelle on commence à discuter avec une personne en particulier, où on met sur papier quelques informations, et notamment la confidentialité. Très importante à ce moment-là, de bien prévoir que tout sera confidentiel. Il y a des pénalités qui sont prévues si la confidentialité... On peut prévoir effectivement des indemnisations, oui, bien sûr. Après, ça peut reste faire à prouver d'où vient la fuite. C'est toujours le problème qui suit, c'est comment est-ce qu'on va le mettre en vigueur. Mais donc voilà, ça c'est un rôle aussi important. Après, il y a tout ce qui est due diligence. Avec les experts du chiffre, où on va effectivement tout vérifier. Et puis évidemment, il y a la convention de cession d'actions qui doit être bien rédigé. Il y a quand même des choses trappes. Avec généralement des garanties de passifs également. Avec des garanties de passifs. Donc, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, un conflit fiscal qui n'est pas encore tout à fait né. L'administration fiscale n'a pas encore contrôlé des exercices précédents. On va prévoir dans la convention de cession d'actions qu'effectivement, si on avait un contrôle fiscal sur les exercices avant la cession, le Et là, je regarde Gérard, ça a un impact sur le prix, quitte à ce qu'il soit diminué par la suite? Par la suite, évidemment. Ça, c'est clair. Maintenant, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui désirent transmettre... Ce sera peut-être le mot de la fin, mais en tout cas, c'est que l'expert comptable ne fasse pas tout le processus lui-même, comme l'avocat non plus
pas tout le processus lui-même. Il faut pouvoir prendre les bonnes compétences de manière à une réussite, disons, de cette transmission, me semble-t-il. Parfait. Moi, je trouve que c'est un très bon mot de la fin. Sabine Colson, Stéphanie Caron et Gérard Delvaux, merci à tous les trois, à la fois pour votre temps et votre partage d'expertise. Merci, Amit. Et on se retrouve à une semaine prochaine avec une autre émission de Wallonia Plus. Merci mille fois. Merci bien.